La petite fille pauvre de la femme de ménage a offert un petit ours en peluche à Noël et la vérité a dévasté le millionnaire. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le vent chaud de décembre soufflait à travers les fenêtres panoramiques du penthouse au 32e étage du bâtiment le plus moderne du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. La vue s'étendait sur toute la ville, un mosaïque de lumière qui commençait à scintiller alors que le soleil se couchait derrière les collines du Beaujolais. À l'intérieur de l'appartement, cependant, le silence était absolu, seulement rompu par le bruit lointain de la circulation en bas. Jean Dupont ajusta les poignets de sa chemise italienne et regarda une fois de plus la montre Cartier à son poignet. 19h15. Claire devait avoir terminé de préparer le dîner depuis au moins 1 heure, mais il pouvait encore entendre le bruit des casseroles venant de la cuisine ouverte. À 50 ans, Jean avait construit un empire dans le secteur immobilier qui s'étendait sur 3 régions, mais de petits changements dans sa routine l'irritaient profondément. « Claire !» appela-t-il, la voix résonnant dans les couloirs en marbre de Carrare. « Combien de temps cela va-t-il encore prendre ?» La réponse vint accompagnée de pas précipités. Claire Martin, une femme de 42 ans avec des cheveux bruns attachés en chignon et un uniforme impeccable, apparut dans le salon, portant un plat en verre. « Désolé, monsieur Jean. Aujourd'hui, j'ai amené ma fille avec moi, les cours sont déjà terminés et je n'avais personne pour la garder. Elle est bien tranquille dans la cuisine, je promets qu'elle ne dérangera pas. » Jean fronça les sourcils. En 10 ans de travail pour lui, Claire n'avait jamais enfreint le protocole de ne pas amener de questions personnelles dans l'appartement. C'était exactement cette discipline qui la maintenait parmi les rares personnes en qui il avait confiance. « Où est-elle » demanda-t-il, plus par curiosité que par inquiétude. « Elle est assise au comptoir en train de dessiner. Elle est très calme, vous ne verrez même pas qu'elle est là. » À ce moment-là, comme si elle avait été convoquée par la conversation, une petite figure apparut à l'entrée du salon. Chloé avait 5 ans tout juste, des cheveux bouclés et foncés qui encadraient un visage aux traits délicats, et elle portait une petite robe jaune que Claire avait achetée lors d'une promotion aux Galeries Lafayette. Dans ses bras, elle tenait quelque chose qui fit lever les sourcils de Jean, un ours en peluche décolorée, avec une oreille légèrement décollée et un museau usé par le temps. « Chloé, retourne à la cuisine, ma fille, » murmura Claire, visiblement gênée. « Monsieur est occupé. » Mais Chloé ne bougea pas. Ses grands yeux expressifs étudièrent Jean avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Il était habitué à intimider des cadres expérimentés dans des salles de réunion, mais il y avait quelque chose dans le regard de cet enfant qui le désarmait complètement. « Maman !» dit Chloé sans quitter Jean des yeux. « Le monsieur triste est encore seul à Noël ?» Claire rougit instantanément. « Chloé, ce n'est pas poli de parler ainsi. Excuse-toi tout de suite. »« Mais c'est Noël, maman. Tout le monde doit recevoir un cadeau à Noël. » Jean observa la scène avec un intérêt croissant. La petite parlait avec une gravité qui contrastait avec son âge, comme si chaque mot était soigneusement pesé. Ses petites mains serraient l'ours contre sa poitrine, et il remarqua qu'elle tremblait légèrement, non pas de froid, mais de nervosité. « Chloé, s'il te plaît, allons-y » insista Claire, prenant sa fille par le bras. « Monsieur a des choses importantes à faire. »« Attendez » dit Jean, se surprenant lui-même. « Laissez-la parler. » La petite fille 2 pas en avant, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Mon papa du ciel m'a dit que quand quelqu'un est triste et seul, il faut offrir un cadeau spécial. Mais ça doit être un cadeau du cœur, pas du magasin. » Jean ressentit quelque chose d'étrange se mouvoir dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis si longtemps qu'il avait presque oublié qu'elle existait. Et quel cadeau serait-ce? Chloé tendit l'ours dans sa direction. « Léon, il s'occupait de moi quand j'avais des cauchemars, mais maintenant je suis grande, et vous en avez plus besoin que moi. » Claire était presque en panique. « Chloé, non! Cet ours est à toi, tu ne peux pas le donner à monsieur.
Il ne veut pas de vieux jouets. Ce n'est pas vieux, maman, c'est expérimenté. Léon a déjà sauvé beaucoup de gens de la tristesse. Jean tendit la main et prit l'ours. Le tissu était doux et usé, clairement aimé pendant des années. Il y avait une petite tache sur la poitrine qui semblait être une larme séchée, et l'odeur subtile de talc pour bébé imprégnait encore le jouet. « Pourquoi penses-tu que j'en ai besoin ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Parce que quand je dessine vous, vous êtes toujours seul dans la grande tour, et être seul à Noël doit faire très mal au cœur. » La réponse frappa Jean comme un coup de poing. Il regarda Claire qui était mortifiée, puis revint à la petite fille. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, il vit en Chloé quelque chose qu'il avait perdu depuis des décennies, une véritable compassion, sans intérêt, sans arrière-pensée. « Léon !» murmura-t-il, examinant l'ours. « Nom intéressant pour un ours. C'était le nom du papa de ma arrière-grand-mère. Elle a dit que les hommes appelés Léon sont courageux et prennent soin des gens. » Jean s'assit dans le fauteuil en cuir italien, plaçant l'ours sur ses genoux. La texture familière du jouet lui rappela des souvenirs qu'il avait enfermés depuis longtemps. Une enfance sans luxe, mais avec une mère qui l'embrassait chaque nuit avant de s'endormir. « Chloé !» dit Claire, la voix tendue. « Remercie monsieur d'avoir été poli et allons-y. Il doit dîner. » « En fait, » dit Jean, surpris par ces impropres mots, « que diriez-vous de dîner avec moi ce soir? C'est la veille de Noël et, eh bien, il semble que ce ne soit pas bon d'être seul. » Claire cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. En 10 ans de travail, Jean n'avait jamais fait une invitation sociale. Il n'acceptait même pas de café quand elle le proposait. « Monsieur Jean, êtes-vous sûr? Nous ne voulons pas déranger. Léon et moi... » « Insistons, » dit-il, levantant légèrement l'ours en peluche. « N'est-ce pas, Léon ?» Chloé applaudit et sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Il a aimé !» Léon sourit toujours quand quelqu'un a besoin d'un ami. Pendant que Claire retournait à la cuisine pour préparer des places supplémentaires à la table, Jean se retrouva seul avec Chloé dans le salon. La petite s'approcha de la fenêtre panoramique et pointa les lumières de la ville. « Combien de personnes pensez-vous qu'il y a seul là, en bas, aujourd'hui ?» La question le prit au dépourvu. « Pourquoi penses-tu à ça ?»« Parce que quand je prie avant de dormir, je demande au bon Dieu de veiller sur toutes les personnes seules, surtout à Noël. » Jean regarda les lumières scintillantes de Lyon, chacune représentant des foyers, des familles, des moments de joie ou de tristesse qu'il n'avait jamais envisagés. Pendant des décennies, il avait vu la ville comme un marché, un plateau, où il déplaçait ses pièces immobilières. Maintenant, à travers les yeux d'une petite fille de 5 ans, elle s'était transformée en millions d'histoires humaines. « Je pense qu'il y en a beaucoup, Chloé, beaucoup en effet. » Elle hocha la tête gravement. « C'est pourquoi Léon est important. Une personne ne peut pas sauver tout le monde, mais elle peut sauver quelqu'un. » Lorsque Claire les appela pour le dîner, Jean se leva en portant l'ours en peluche. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à des tableaux Excel, des contrats ou des succès professionnels. Il pensait à une petite fille assez courageuse pour donner son bien le plus précieux à un étranger triste, simplement parce qu'elle croyait qu'il en avait besoin. Le dîner simple, riz, haricots, poulet rôti et une farofa bien garnie, avait un goût d'affection que Jean n'avait pas éprouvé depuis son enfance. Et quand Chloé s'endormit sur le canapé après le repas, il la couvrit d'une couverture en cachemire et plaça Léon à ses côtés. Cette nuit-là, Jean Dupont s'endormit en tenant un ours en peluche, pour la première fois en 45 ans. Janvier arriva avec la chaleur typique de l'été français, et Lyon se réveillait lentement de l'engourdissement des fêtes de fin d'année. Le mouvement dans les rues reprenait son rythme effréné, les bureaux rouvraient leurs portes, et la vie des affaires reprenait sa marche implacable. Au 32e étage de la tour du pont, Jean observait le mouvement du matin tout en prenant son café expresso, préparé avec la précision militaire qui caractérisait toute sa routine. Mais quelque chose avait changé depuis Noël.
l'ours Léon occupait une place discrète sur son bureau, entre les rapports financiers et les contrats en attente de signature. Les employés qui visitaient son bureau remarquaient le jouet avec des regards curieux, mais personne n'osait commenter. Jean Dupont n'était pas connu pour expliquer ses décisions, encore moins ses choix personnels. « Monsieur Jean », la voix de Claire résonna dans l'interphone interne. « Puis-je vous parler un moment ? Entrez !» Claire apparut à la porte avec sa posture toujours respectueuse, mais Jean remarqua une tension différente dans ses épaules. Elle tenait un dossier de documents et hésitait avant de s'approcher. Les vacances scolaires se terminent la semaine prochaine, et je voulais demander une chose. Je sais que c'était beaucoup d'intimité de ma part d'amener Chloé la veille de Noël. « Où est-elle maintenant ?» Jean l'interrompit. Claire cligna des yeux, surprise. « À la maison, avec ma voisine. Pourquoi ? Ramène-la. »« Monsieur ?» ?»« J'ai dit de la ramener. Les vacances ne sont pas encore terminées. Elle peut rester ici pendant la journée. Tant qu'elle ne dérange pas, bien sûr. » Claire resta silencieuse pendant quelques secondes, traitant la demande. En 10 ans de travail, elle n'avait jamais vu Jean montrer de l'intérêt pour les enfants. Au contraire, il semblait toujours visiblement mal à l'aise lorsque des clients amenaient leurs enfants à des réunions. « Êtes-vous sûr, monsieur ? Elle est très curieuse. Elle aime poser des questions. » Claire. Jean se retourna dans son fauteuil de bureau. « Si je n'étais pas sûr, je ne l'aurais pas dit. » 1 heure plus tard, Chloé était assise par terre dans le bureau, entourée de feuilles de papier recyclées que Claire avait préparées pour elle. Elle portait une petite robe bleu clair, avec un motif floral et des sandales en plastique coloré. Ses cheveux bouclés étaient attachés avec un nœud jaune et elle dessinait avec une concentration impressionnante pour une enfant de 5 ans. Jean essayait de se concentrer sur les rapports trimestriels, mais il se surprenait à observer discrètement la petite fille. Elle dessinait dans un silence absolu, la langue légèrement sortie en signe de concentration maximale, et de temps en temps, elle souriait au papier comme si le dessin lui révélait des secrets. « Puis-je voir ce que tu fais ?» demanda-t-il, après avoir vaincu sa curiosité. Chloé leva les yeux, évaluant s'il était vraiment intéressé ou simplement poli. Satisfaite de ce qu'elle vit, elle prit l'un des dessins et s'approcha de la grande table. « C'est une famille heureuse », expliqua-t-elle, montrant des figures dessinées avec des crayons de cire. Le papa, la maman, le petit garçon et la fille. Ils sont à la plage de Nice parce que la fille n'a jamais vu la mer. Jean examina le dessin. Malgré la technique enfantine, il y avait quelque chose de touchant dans la façon dont elle avait représenté la joie. De grands sourires, des bras ouverts, un soleil brillant coloré en jaune vif. « Et celui-ci » demanda-t-il, pointant un autre papier. « Ah, celui-là est spécial. » Chloé prit le dessin avec un soin particulier. C'est l'oncle seul dans la haute tour, mais maintenant il a Léon pour lui tenir compagnie. Jean sentit son cœur se serrer. Sur le papier, une figure en bâton vêtue de quelque chose qui représentait clairement un costume se tenait à une fenêtre en haut d'un immeuble. À côté de lui, un petit ours marron. Le plus impressionnant était le visage de la figure, une expression de tristesse qu'une enfant de 5 ans avait captée avec une précision dévastatrice. « Pourquoi me dessines-tu toujours seule ?» Chloé inclina la tête pensive. « Parce que chaque fois que je te regarde, c'est comme si tu avais un nuage gris autour de toi. Comme quand il va pleuvoir, tu sais ? Et que signifie le nuage gris ? Que la personne porte un très lourd fardeau dans son cœur. Ma grand-mère avait un nuage comme ça avant d'aller vivre avec le bon Dieu. » Jean se laissa aller dans son fauteuil, frappé par la perspicacité de la petite fille. Comment une enfant pouvait voir des choses que les psychologues d'entreprise, en années d'analyse organisationnelle, n'avaient jamais mentionnées? « Chloé, » dit Claire à la porte où elle était, apparue avec un plateau de collation, « ne pose pas de questions personnelles à monsieur. Il a un travail important. » « Tout va bien, Claire. En fait, » Jean hésita, « je trouve cela intéressant. » Pendant le goûter, des sandwichs au jambon et au fromage que Claire avait préparés et du jus d'orange, Chloé parla de son école,
l'école municipale Espérance, située dans le quartier de la Concorde. Tante Marcia a dit qu'après les vacances, nous allons apprendre sur les professions. Je veux être médecin pour soigner les gens malades, ou enseignante pour apprendre aux enfants qui ne savent pas encore lire. Pourquoi ces professions ? Demanda Jean. Parce que ce sont des métiers qui aident les gens. Maman dit toujours que le travail le plus important est celui qui fait une différence dans la vie des autres. Jean regarda Claire, qui rougit légèrement. « C'est vraiment ce que ta mère dit ?»« Elle dit que certaines personnes travaillent juste pour devenir riches, mais d'autres travaillent pour rendre le monde meilleur. Les gens les plus heureux sont ceux qui travaillent pour aider. » L'observation frappa Jean de plein fouet. Il avait construit un empire en se concentrant exclusivement sur la première catégorie, accumulant de la richesse, sans jamais remettre en question l'impact de ses actions sur la vie réelle des gens. Et moi, à ton avis, dans quelle catégorie je me classe ? Chloé mâcha pensivement son sandwich avant de répondre. Je ne sais pas encore. Vous avez beaucoup d'argent, ça je le vois. Mais depuis Noël, vous êtes différent, moins gris. Différent comment ? Vous avez souri quand j'ai donné Léon. Et aujourd'hui, vous demandez des nouvelles de mes dessins. Les gens tout gris ne font pas ces choses. Jean passa le reste de l'après-midi à observer Chloé dessiner plus de familles heureuses. Elle créa une série qu'elle appela « Les gens qui s'aident », des pompiers sauvant des chats, des médecins s'occupant de patients, des enseignants apprenant aux enfants. Dans tous les dessins, les personnages avaient de vrais sourires. À 5 heures de l'après-midi, lorsque Claire commença à ranger les affaires pour partir, Chloé s'approcha à nouveau de la table de Jean. « Puis-je laisser un dessin spécial pour vous ?»« Bien sûr. » Elle lui tendit un papier qu'elle avait gardé retourné toute la journée. Dans le dessin, le même bonhomme en costume était à la fenêtre de la tour. Mais maintenant, il y avait d'autres bonhommes autour. Une femme qui représentait clairement Claire, une petite fille et plusieurs autres personnages. Tous souriaient, et le nuage gris avait été remplacé par un soleil doré. « C'est le dessin de comment je veux que ce soit », expliqua Chloé. « L'oncle seul n'est plus seul. Il s'occupe des gens et les gens s'occupent de lui. » Jean tenait le dessin avec soin, comme s'il s'agissait d'un document légal important. « C'est ainsi que tu me vois dans le futur. C'est ainsi que je vais prier chaque nuit pour que ça arrive. » Lorsque mère et fille quittèrent le bureau ce soir-là, Jean resta seul à regarder le dessin. Pour la première fois en décennies, quelqu'un avait imaginé pour lui un avenir différent, non basé sur des réussites financières ou du pouvoir d'entreprise, mais sur la connexion humaine et le but. Il mit le dessin dans un cadre cher qu'il gardait dans un tiroir depuis des années, le plaçant à côté de Léon. Puis il appela sa secrétaire. « Sandra, annulez les réunions de demain matin et procurez une petite table et une chaise d'enfant pour le bureau, aussi des papiers colorés et des crayons de cire. Monsieur, puis-je demander pour qui ? Pour quelqu'un qui m'apprend sur l'avenir. » Ce soir-là, Jean dîna chez lui, en regardant le dessin de Chloé. La petite fille avait vu en lui un potentiel qu'il ne connaissait pas lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean Dupont se permit de rêver à la possibilité de changement. Le carnaval de 2025 arriva à Lyon avec toute son irrévérence lyonnaise. Les rues se remplirent de groupes de musique, de costumes improvisés et de la joie contagieuse qui envahissait la ville pendant les 4 jours de festivités. Du haut de son appartement à Montmartre, Jean observait le mouvement à travers les fenêtres blindées, isolées du brouhaha, qui résonnait même dans les quartiers les plus chics de la capitale. « Tout le monde est fou dans la rue », murmura-t-il pour lui-même, ajustant sa cravate italienne devant le miroir du hall d'entrée. Parfaite occasion de travailler en paix. La décision de travailler pendant le carnaval n'était pas nouvelle. Depuis 15 ans, Gilles maintenait cette routine, profitant du long week-end pour mettre la paperasse à jour, réviser des contrats et planifier des stratégies, sans l'interférence constante des appels téléphoniques et des réunions. Pour lui, les festivités populaires
représentaient seulement une perte de productivité et des comportements irrationnels qu'il préférait éviter. À 9 heures du matin, le bruit de la clé tournant dans la serrure principale résonna dans l'appartement. Claire entrait toujours ponctuellement, même pendant les jours fériés, pour maintenir la routine de nettoyage et d'organisation que Jean considérait essentielle à son fonctionnement mental. « Bonjour, monsieur Jean ». Sa voix parvint de l'entrée, accompagnée de pas plus petits et plus rapides. Jean fronça les sourcils. Chloé encore. Depuis janvier, la petite fille était devenue une présence constante pendant les vacances scolaires, mais il espérait qu'au carnaval, Claire trouverait d'autres alternatives de garde. « Maman, pourquoi la ville est-elle toute colorée aujourd'hui ?» La voix enfantine résonna dans le couloir. « C'est carnaval, ma fille. Les gens s'amusent dans les rues. » Jean apparut dans le salon au moment où mère et fille entraient. Claire portait son uniforme habituel, mais Chloé était différente. Elle portait un t-shirt jaune avec des paillettes et une jupe colorée qu'elle avait elle-même décorée avec des morceaux de tissu. Sur son visage, des traits de peinture à l'eau formaient des dessins d'étoiles et de cœurs. « Monsieur Jean !» Chloé courut vers lui avec un enthousiasme sincère. « Regarde, comme je suis belle pour le carnaval !» Claire se hâta d'intervenir. « Chloé, laisse monsieur tranquille. Il n'aime pas le désordre, tu te souviens? Et tu vas tacher ses vêtements. Ce n'est pas un problème. » Jean s'entendit dire, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Tu es vraiment très coloré. » Chloé fit une pirouette, montrant son costume improvisé. « La tante du voisin m'a maquillée ce matin. Elle a dit qu'au carnaval, tout le monde peut être qui il veut être. J'ai voulu être un arc-en-ciel. » Et pourquoi un arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel n'apparaît que lorsque le soleil et la pluie deviennent amis. J'ai trouvé ça beau que deux choses différentes s'entraident pour créer quelque chose de joli. Jean s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, étudiant les peintures sur son petit visage. « Et tu ne vas pas dehors jouer avec les autres enfants? Maman doit travailler et j'aime rester ici. Je peux dessiner et parler avec Léon. Mais ce n'est pas ennuyeux de rester ici pendant que tout le monde s'amuse en bas ?» Chloé inclina la tête, considérant la question avec le sérieux que Jean connaissait bien. « Parfois, c'est plus amusant d'être là où l'on se sent en sécurité. Et ici, je me sens en sécurité. » Claire commença à organiser les produits de nettoyage, clairement mal à l'aise avec la conversation. « Chloé, va jouer dans ton coin pendant que je travaille. Monsieur a des choses importantes à faire. » Mais Jean ne quitta pas la pièce. Au lieu de cela, il se dirigea vers la fenêtre et regarda l'agitation dans les rues. En bas, des familles entières marchaient vers les fêtes de carnaval. Des enfants couraient avec des costumes simples. Des adultes riaient aux éclats en portant des glacières et des chaises de plage. « Chloé !» l'appela-t-il toujours en regardant par la fenêtre. « Tu n'as jamais voulu aller à une fête de carnaval ? Je suis déjà allée une fois quand j'étais petite. Mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, et je me suis perdu de maman pendant quelques minutes. J'avais peur. » Jean se retourna. « Et maintenant, as-tu encore peur ? » ?»« Un peu. Mais je pense que si j'y allais avec quelqu'un de grand et fort, je n'aurais pas si peur. » Quelque chose dans son ton fit que Jean arrêta complètement ce qu'il faisait. « Quelqu'un comme qui ? Comme toi, et tonton Jean. Tu es grand et fort, et tu prends bien soin des personnes importantes. » Claire faillit faire tomber le flacon de détergent qu'elle tenait. « Chloé, tu ne peux pas demander des choses à monsieur. Il n'a pas l'obligation de... »« Claire, interrompit Jean, elle ne demande pas. Elle répond simplement à ma question. » Il retourna à la fenêtre, mais maintenant, sa perspective avait changé. Au lieu de voir le chaos et l'irrationalité, il commença à remarquer des détails différents, des parents portant leurs enfants sur les épaules, des grands-parents dansant avec leurs petits-enfants, des groupes d'amis s'enlaçant et riant ensemble. Pour la première fois, il vit le carnaval non pas comme une interruption de la productivité, mais comme une célébration des connexions humaines. « Chloé, lui dit-il, toujours de dos, si nous allions à la fête, tu me protégerais aussi ?» La petite fille rit
un éclat de rire cristallin. « Bien sûr, je ferai attention à ce que tu ne te perdes pas et que tu ne sois pas triste au milieu de la fête. » Jean se retourna à nouveau, et Claire remarqua quelque chose de différent dans son expression. Le masque de l'exécutif implacable avait cédé la place à quelque chose de plus vulnérable, de plus humain. « Et toi, Claire, quand as-tu profité du carnaval pour la dernière fois ?»« Monsieur Jean, je dois travailler et m'occuper de Chloé. Mais si tu n'avais pas à travailler aujourd'hui, si tu pouvais simplement t'amuser. » Claire le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. « Je ne me souviens pas, sincèrement. Depuis que Chloé est née, ma priorité a toujours été elle. » Et avant sa naissance. Avant sa naissance. Claire sourit avec nostalgie. « J'adorais les fêtes du centre. Je dansais jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Je chantais jusqu'à ce que ma voix disparaisse. C'était libre. » Jean marcha jusqu'à la table où Léon se reposait parmi les documents. Il prit l'ours en peluche et l'étudia un moment, comme s'il cherchait des conseils dans une source improbable de sagesse. « Léon dit que travailler pendant le carnaval est une bêtise, dit-il, se surprenant lui-même. Chloé applaudit. « C'est vrai, Léon sait toujours ce qui est le mieux pour les gens. Alors c'est décidé, nous allons à la fête. » Le silence qui suivit fut total. Claire regardait Jean comme s'il avait annoncé qu'il avait l'intention de voler jusqu'à la lune. Chloé, quant à elle, sautillait de joie, mais avec un brin de scepticisme dans le regard. « Monsieur Jean, » commença prudemment Claire, « êtes-vous sûr? Vous n'avez jamais... Je veux dire, ce n'est pas vraiment votre environnement. C'est précisément pour cela que je dois y aller. Quelqu'un m'a posé une question importante aujourd'hui. » « Quelle question ?» Jean s'accroupit à nouveau à la hauteur de Chloé. « Elle m'a demandé pourquoi je reste toujours seul ici en haut pendant que tout le monde s'amuse en bas, et je n'ai pas su répondre. »« Et maintenant tu sais ?» demanda Chloé. « Maintenant, je sais que la réponse n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'essayer quelque chose de différent. » 1 heure plus tard, Jean Dupont descendit les escaliers de son immeuble portant une chemise habillée sans cravate. Quelque chose d'impensable dans sa routine normale, accompagné de Claire et Chloé. La petite fille avait insisté pour peindre une étoile dorée sur son visage, et étonnamment, il avait accepté. Dans la rue, le trio rejoignit le flot de personnes marchant vers la fête des fleurs dans le quartier de la Flèche. Jean se sentait complètement hors de son élément. Mais la petite main de Chloé dans la sienne et le sourire sincère de Claire lui donnaient un courage qu'il ne savait pas posséder. « Prêt à être heureux, tonton Jean ?» demanda Chloé, le regardant avec ses grands yeux confiants. « Prêt à essayer », répondit-il. Et pour la première fois en décennies, Jean Dupont n'avait pas de plan détaillé de ce qui allait se passer ensuite. Et ils descendirent la rue. 3 figures improbables marchant ensemble vers une aventure qui changerait à jamais la façon dont Jean percevait le sens de la vie. La fête des fleurs bouillonnait de vie lorsque Jean, Claire et Chloé arrivèrent à la rue de la Liberté. La foule s'étendait sur des pâtés de maison, une mer colorée de costumes improvisés, de visages peints et de sourires contagieux. Le trio de cuivre de la fanfare résonnait dans les rues étroites du quartier de la Flèche, se mêlant aux cris de joie et aux chœurs assourdissants de voix chantant des chansons traditionnelles. Jean s'arrêta à l'entrée de la fête, se sentant comme un astronaute qui venait d'atterrir sur une planète inconnue. 50 ans, il avait fréquenté des événements sociaux sophistiqués dans des clubs exclusifs, des dîners d'affaires, dans des restaurants 5 étoiles et des conventions internationales dans des hôtels luxueux. Mais jamais, dans toute sa vie d'adulte, il n'avait été au milieu d'une célébration populaire authentique. « Il y a beaucoup de monde », murmura-t-il, cherchant instinctivement une issue. « Beaucoup de gens heureux », corrigea Chloé, serrant sa main avec force. « Regarde tonton Jean. » Tout le monde sourit. Claire observait Jean avec une curiosité croissante. En 10 ans de travail pour lui, elle ne l'avait jamais vu en dehors de l'environnement contrôlé de l'appartement ou du bureau.
Ici, entouré de gens ordinaires, célébrant sans prétention, il semblait à la fois fasciné et terrifié. « Monsieur Jean, si vous voulez partir, je comprends, » dit-elle, se penchant pour lui parler à l'oreille à cause du bruit. « C'est très différent de ce à quoi vous êtes habitué. » Non. La réponse fut plus ferme qu'il ne l'avait prévu. « J'ai promis à Chloé et je ne reviens pas sur ma parole. » Un groupe de femmes du même âge que Claire, toutes déguisées en fleurs géantes, passa en dansant à côté d'eux. L'une d'elles reconnut Claire et s'arrêta brusquement. « Claire, quelle surprise de te voir ici. Et qui sont tes accompagnateurs ?» Claire hésita un instant. Comment présenter son patron millionnaire lors d'une fête de carnaval en périphérie? « Voici ma fille Chloé, et c'est un ami de la famille. » Jean remarqua l'hésitation et comprit immédiatement. Sa présence ici n'était pas seulement inhabituelle, elle était potentiellement embarrassante pour Claire. Il représentait un monde complètement différent du sien, et mélanger ces mondes pouvait créer des tensions qu'elle préférait éviter. « Je suis Jean », dit-il simplement, tendant la main à la femme. Enchanté de rencontrer une amie de Claire. « Edna », répondit-elle, serrant sa main avec vigueur. « Claire, tu ne m'as pas dit que tu avais un petit ami. » L'embarras fut instantané. Claire rougit profondément, et Jean ressentit une étrange sensation dans la poitrine, non pas de l'inconfort face à la suggestion, mais de la curiosité sur ce que cela donnerait si c'était vrai. « Ce n'est pas ça, Edna. Jean est... c'est compliqué à expliquer. » Chloé, réalisant la tension des adultes, décida d'intervenir à sa manière. « Tonton Jean était très triste et seul, alors je lui ai donné Léon pour lui tenir compagnie. Maintenant, on lui apprend à être heureux. » Edna rit de bon cœur. « Quelle mignonne! Et ça fonctionne ?» Jean regarda Chloé, puis Claire, enfin les gens autour de lui. « J'apprends encore. » La fanfare commença à jouer « Maman Euquero » et la foule explosa en chant. Chloé commença à se balancer au rythme, entraînant Jean et Claire à bouger avec elle. Jean, qui n'avait jamais dansé en dehors d'événements d'entreprise obligatoires, se retrouva à essayer de suivre les pas de la danse. « Ce n'est pas besoin d'être parfait, tonton Jean !» cria Chloé par-dessus la musique. « Il suffit de sentir la musique dans le cœur !» Peu à peu, Jean commença à se détendre. Ses mouvements étaient désordonnés. Sa chemise formelle contrastait complètement avec l'ambiance, mais quelque chose de magique commença à se produire. Les gens autour de lui, travailleurs, ménagères, retraités, enfants, l'acceptèrent naturellement comme faisant partie de la fête. Personne ne jugeait sa danse maladroite ou ses vêtements inappropriés. Tout le monde était là pour la même raison, célébrer la vie. Claire dansait à ses côtés et Jean remarqua comment elle se transformait. Loin de la posture respectueuse et contenue qu'elle maintenait dans l'appartement, elle était gracieuse, spontanée, rayonnante. Ses cheveux, toujours tirés en un chignon strict, étaient lâchés et flottaient au rythme de la musique. Elle chantait les paroles par cœur, avec une voix mélodieuse qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Claire, » dit-il pendant une pause entre les morceaux, « pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu savais si bien danser ?»« Parce que vous n'avez jamais demandé, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. La réponse le frappa comme une révélation. En 10 ans de cohabitation, Jean avait réduit Claire à une fonction. Cuisinière efficace, organisatrice compétente, présence discrète. Il ne s'était jamais intéressé à elle en tant que personne, avec une histoire propre, des talents personnels, des rêves et des frustrations. « Et qu'est-ce que je ne sais pas d'autre sur toi ?» Claire sourit, mais il y avait une mélancolie dans ses yeux. « Beaucoup de choses, monsieur Jean, beaucoup de choses. » La fanfare commença à jouer Chiquita Bacana, et un cercle se forma autour d'une dame aux cheveux blancs qui dansait avec une énergie impressionnante. Chloé tira Jean et Claire pour rejoindre le cercle, et les trois se retrouvèrent partie intégrante de quelque chose de plus grand, une communauté temporaire unie par la musique et la joie partagée. C'est alors que cela se produisit. Au milieu de la musique, entouré d'étrangers qui le traitaient comme un égal, Jean ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, un sentiment d'appartenance.
Pas l'appartenance artificielle des clubs exclusifs ou des salons VIP basés sur le statut financier, mais une appartenance humaine authentique. « Tonton Jean !» cria Chloé. « Tu pleures !» Jean porta la main à son visage et fut surpris de le trouver humide. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de découverte, d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Je vais bien », dit-il, prenant Chloé dans ses bras. « Je vais plus que bien. » Claire observait la scène avec une émotion propre. Elle voyait Jean non pas comme le patron intimidant, mais comme un homme qui s'était perdu en chemin et qui peut-être commençait à se retrouver. Lorsque la fête se termina, il était déjà tard dans l'après-midi. Les trois marchèrent de retour vers Montmartre dans un silence confortable, épuisé mais satisfait. Jean portait Chloé, qui s'était endormie dans ses bras, tandis que Claire marchait à ses côtés, observant cette nouvelle dynamique familiale. « Claire !» dit Jean en arrivant à l'immeuble. « Puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Es-tu heureuse de travailler ?»« Pour moi ?» La question l'a pris complètement au dépourvu. « Pourquoi demandez-vous cela ?»« Parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais intéressé à la réponse, et cela me dérange. » Claire regarda Chloé endormie dans les bras de Jean, puis retourna son regard vers ses yeux. « Je suis reconnaissante pour le travail, monsieur Jean. Vous avez toujours été correct, ponctuel avec le paiement, respectueux. Mais cela ne répond pas à ma question. » Elle soupira. « Le bonheur est un mot. Je suis satisfaite, sûre. J'ai la stabilité pour m'occuper de Chloé. Et qu'est-ce qui te rendrait heureuse ?» Claire hésita avant de répondre. Avoir la certitude que ma fille aura des opportunités que je n'ai pas eues, pouvoir rêver d'un avenir meilleur pour elle. Jean acquiesça, portant ses mots avec lui, en montant vers l'appartement. Ce soir-là, en dînant seul, il réfléchit à tout ce qu'il avait découvert. Claire avait des rêves et des peurs qui allaient bien au-delà de ses fonctions domestiques. Chloé voyait le monde avec une sagesse que aucun MBA ne lui avait enseignée. Et lui-même était capable de ressentir une joie sincère quand il baissait sa garde et se permettait d'être humain. Regardant Léon, qui se reposait sur la table à côté de son assiette, Jean murmura « Je pense que je commence à comprendre ce que toi et Chloé essayez de m'enseigner. » Pour la première fois en décennies, Jean Dupont s'endormit en pensant non pas aux affaires du lendemain, mais aux possibilités de connexion humaine qu'il avait découvertes en lui-même. Mars arriva avec les pluies typiques de l'automne, transformant Lyon en une ville de contrastes encore plus accentués. Alors que les quartiers huppés bénéficiaient de systèmes de drainage efficaces, les zones périphériques souffraient d'inondations et de rues impraticables. Du haut de son appartement, Jean observait les conséquences de la tempête de la nuit précédente à travers les fenêtres qui encadrèrent la ville comme un tableau impressionniste flou par la pluie. C'était un lundi typique lorsque sa routine fut interrompue par un appel inattendu. Claire, toujours ponctuelle, n'était pas arrivée à l'appartement à l'heure habituelle. À 9h30 du matin, le téléphone sonna. « Monsieur Jean, 1000 excuses. » La voix de Claire arrivait entrecoupée, chargée de préoccupations. « Je ne vais pas pouvoir aller travailler aujourd'hui. Chloé est tombée malade pendant la nuit et je suis aux urgences avec elle. » Jean ressentit une pointe d'anxiété qui le surprit par son intensité. « Que s'est-il passé? C'est grave? » « Je ne sais pas encore. Elle s'est réveillée avec beaucoup de douleur à la tête, vomissant, et elle était un peu confuse. Les médecins font des examens. »« Dans quel hôpital êtes-vous ?»« À l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est le plus proche de chez nous, et avec la sécurité sociale, je ne peux pas vraiment choisir. »« Claire, écoute bien. » Jean interrompit, sa voix prenant le ton de commande qu'il utilisait dans des négociations importantes. « Quel est le nom complet de Chloé? J'ai besoin de tous ces documents. »« Monsieur Jean, ne vous inquiétez pas, je sais que ce n'est pas votre problème. »« Claire !» Sa voix était ferme mais douce. « Quel est le nom complet de Chloé ? »« Chloé Christine Martin. »
Envoyez-la immédiatement à l'hôpital de la Croix-Rousse. Je vais tout organiser, n'acceptez pas de refus. Dites que c'est une urgence particulière avec couverture totale. Monsieur Jean, je ne peux pas payer un hôpital privé. Je peux, et je vais le faire. Ne discute pas avec moi, Claire. Chloé a besoin des meilleurs soins disponibles, et c'est ce qu'elle va avoir. 2 heures plus tard, Jean était dans le hall de l'hôpital de la Croix-Rousse, l'un des plus renommés de Lyon. Il portait un costume Armani gris foncé et tenait un porte-documents en cuir italien, mais son apparence impeccable contrastait avec l'anxiété visible dans ses yeux. « Je suis ici pour accompagner l'admission de la mineure Chloé Christine Martin », informa-t-il à la réception. « Vous êtes un proche de la patiente ?» Jean hésita une fraction de seconde. « Je suis un ami très proche de la famille. » La réceptionniste, formée pour traiter avec la clientèle haut de gamme de l'hôpital, ne questionna pas. 15 minutes plus tard, Jean retrouva Claire dans le couloir de la pédiatrie. Elle était assise dans un fauteuil en cuir, portant encore les vêtements simples avec lesquels elle était sortie de chez elle le matin, complètement hors de propos dans cet environnement luxueux. « Monsieur Jean !» Elle se leva rapidement. « Vous n'auriez pas dû venir, je sais que c'est très embarrassant. » « Où est-elle ? Elle passe une tomographie. Les médecins ici sont beaucoup plus attentifs qu'aux urgences. » Jean s'assit à côté de Claire, remarquant comment ses mains tremblaient légèrement. « Que vous ont dit les médecins jusqu'à présent ? » Qu'il peut s'agir de plusieurs choses, d'une virose. « Ah !» Sa voix se brisa. « À des choses plus compliquées. »« Claire, regarde-moi. » Jean se tourna pour la regarder. « Chloé va bien. C'est le meilleur hôpital de Lyon, avec les meilleurs professionnels. Elle reçoit tous les soins possibles. »« Pourquoi faites-vous cela ?» La question était chargée d'émotion. « Pourquoi dépensez-vous autant d'argent pour une enfant qui n'est même pas votre fille ?» Jean resta silencieux un moment, cherchant une réponse qu'il ne comprenait pas complètement lui-même. « Parce qu'elle m'a donné Léon, parce qu'elle m'a appris à voir des arcs en ciel, parce qu'elle m'a rappelé qu'il existe des choses plus importantes que des tableaux et des contrats. » À ce moment-là, monsieur Henri Moreau, chef de la pédiatrie, apparut dans le couloir. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et une posture qui inspirait confiance. « Proche de Chloé ? » « C'est nous, » répondit Jeanne en se levant. « Les examens ont révélé une condition que nous devons examiner de plus près. Chloé présente des symptômes compatibles avec une hydrocéphalie à pression normale. C'est lorsque du liquide s'accumule dans le cerveau, provoquant les symptômes que vous avez observés. » Claire pâlit. « C'est grave, monsieur. C'est une condition sérieuse, mais traitable. Nous allons avoir besoin de plus d'examens, IRM, consultation avec un neurochirurgien pédiatrique. Le traitement peut impliquer des procédures chirurgicales, mais le pronostic est généralement très bon lorsqu'il est diagnostiqué tôt. »« Et le coût ?» demanda Claire, la voix presque inaudible. Monsieur Moreau regarda Jean. Monsieur Dupont a déjà autorisé une couverture totale pour toute procédure nécessaire. Claire se tourna vers Jean, les yeux humides. « Monsieur Jean, cela doit coûter une fortune. » « Claire !» Jean mit sa main sur son épaule. « Il y a 3 mois, Chloé m'a donné le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. Elle m'a montré que je peux encore ressentir. Maintenant, c'est à mon tour de lui donner quelque chose. » Les 6 heures suivantes furent une montagne russe émotionnelle. Jean et Claire se relayèrent entre la salle d'attente et la chambre où Chloé restait sous observation. La petite fille, malgré sa condition, gardait son esprit curieux et affectueux. « Tonton Jean », dit-elle quand il entra dans la chambre. « Tu as apporté Léon ?»« Bien sûr. » Jean sortit l'ours en peluche de son sac. « Il était inquiet pour toi. Dis-lui que je vais bien. Les docteurs ici sont très intelligents. »« Comment le sais-tu ?»« Parce qu'ils posent les bonnes questions comme toi quand tu veux comprendre quelque chose d'important. » Jean s'assit au bord du lit d'hôpital. « Chloé, as-tu peur ?»« Un peu. Mais ma maman m'a appris que quand on a peur, il faut se souvenir des personnes qui nous aiment. Alors la peur devient plus petite.
Et qui sont les personnes qui t'aiment? Maman, bien sûr, mamie qui est au ciel, mes petits amis de l'école. Elle fit une pause. Et toi, oncle Jean? La déclaration simple frappa Jean comme un éclair. Une enfant de 5 ans, dans un lit d'hôpital, l'incluait dans sa liste de personnes aimées. Quelqu'un qui, 3 mois auparavant, n'était que le patron de maman, occupait maintenant une place spéciale dans son cœur. « Je t'aime aussi, Chloé », dit-il, surpris de la facilité avec laquelle les mots sortirent. Lorsque les médecins confirmèrent que Chloé aurait besoin d'une opération pour mettre un drain, Jean n'hésita pas à autoriser la procédure avec le meilleur neurochirurgien pédiatrique de Rhône-Alpes. Le coût, équivalent au prix d'un appartement de classe moyenne, était insignifiant comparé à la vie de la petite fille. Cette nuit-là, alors que Chloé dormait après l'opération réussie, Jean et Claire discutèrent dans le couloir de l'hôpital. « Monsieur Jean, comment vais-je pouvoir payer tout ça? Je vais devoir travailler le reste de ma vie juste pour rembourser cette dette. » « Claire, tu ne me dois rien, ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. »« Investissement en quoi ?» Jean regarda par la fenêtre de la chambre où Chloé dormait paisiblement. « En quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Aimer quelqu'un signifie être prêt à faire n'importe quoi pour la protéger. Et j'ai découvert que je suis capable d'aimer, même en pensant que j'avais perdu cette capacité depuis longtemps. » Claire resta silencieuse, traitant la transformation qu'elle observait chez l'homme à ses côtés. Le patron distant et froid se révélait être un être humain capable de gestes d'amour inconditionnels. « Elle t'a changé, n'est-ce pas ?» dit Claire doucement. « Vous deux m'avez changé, » corrigea Jean. « Chloé m'a appris à ressentir à nouveau. Et tu m'as montré ce que signifie prendre soin de quelqu'un sans rien attendre en retour. » Lorsque Jean rentra chez lui ce matin-là, portant Léon avec lui, il savait qu'il avait franchi une ligne invisible. Il n'était plus seulement le patron de Claire ou l'oncle seul des dessins de Chloé. Il était quelqu'un qui aimait et était aimé, et était prêt à se battre pour cette nouvelle réalité, quel qu'en soit le prix. Avril apporta une période de récupération pour Chloé et de profonde réflexion pour Jean. L'opération avait été un succès complet, mais les jours à l'hôpital révélèrent des couches de réalité qu'il n'avait jamais envisagées. En suivant le traitement de la petite fille, Jean se retrouva face à un système de santé divisé entre ceux qui pouvaient payer et ceux qui dépendèrent de la chance dans le système de santé public. La différence de traitement était criante et le dérangeait profondément. « Monsieur Jean », dit Claire un après-midi pluvieux alors qu'il préparait le goûter pour Chloé à la maison. « Puis-je te poser une question qui pourrait être très personnelle? Vas-y. As-tu déjà pensé à avoir des enfants ?» La question prit Jean au dépourvu. Il coupait une pomme en petites tranches, une tâche qu'il avait apprise pendant les semaines de soins spéciaux post-opératoires de Chloé. « J'y ai pensé il y a longtemps. Mais je n'ai jamais trouvé la bonne personne, ou le bon moment, ou... » Il marqua une pause. « Ou peut-être que je n'ai jamais été prêt à être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. » Et maintenant... Jean regarda la pièce où Chloé dessinait tranquillement par terre, entourée de coussins colorés qu'il avait achetés pour rendre sa récupération plus confortable. La petite fille portait un bandana rose sur la tête, couvrant la petite cicatrice de l'opération, et chantonnait doucement en travaillant sur son nouveau projet artistique. « Maintenant, j'ai découvert que je suis déjà responsable du bonheur de quelqu'un, et que cela ne me fait plus peur. » Claire sourit, mais Jean remarqua une tristesse dans ses yeux. « C'est une belle découverte. Et toi, Claire, tu n'as jamais pensé à te remarier, à donner un père à Chloé ?» Le visage de Claire se ferma légèrement. « Chloé avait un père, il a choisi de ne pas rester. Je suis désolé, je n'aurais pas dû demander. Ce n'est pas grave, c'est juste que... C'est difficile de faire confiance à nouveau quand quelqu'un t'abandonne enceinte, tu sais, surtout quand tu fais clairement comprendre que tu ne peux pas soutenir une famille. » Jean s'arrêta de couper la pomme. Il a dit ça, entre autres choses. Il a dit que j'étais trop pauvre, trop simple, qu'il avait de plus grands projets dans la vie, qu'une femme comme moi ne ferait que gêner ses rêves.
La colère que Jean ressentit fut instantanée et viscérale. L'idée que quelqu'un rejette Claire et Chloé, deux personnes qui avaient apporté tant de sens à sa vie, était incompréhensible. « Cet homme est un idiot », dit-il avec véhémence. « Monsieur Jean, c'est vrai, quiconque a la chance de vous avoir toutes les deux dans sa vie et choisit de les jeter est profondément idiot. » À ce moment-là, Chloé apparut dans la cuisine tenant un dessin. « Oncle Jean, regarde ce que j'ai fait pour toi !» Le dessin montrait une famille de 3 personnes dans une maison colorée. Un homme grand en costume, une femme aux cheveux bruns et une petite fille. Tous souriaient et se tenaient par la main. « C'est très beau, Chloé. Qui sont ces personnes ?»« C'est nous 3, toi, maman et moi. Nous habitons dans une maison avec un jardin où je peux jouer et planter des fleurs. » Jean regarda Claire, qui avait rougi intensément. « Chloé, tu ne peux pas continuer à dessiner ces choses. L'oncle Jean a sa vie, et nous avons la nôtre. »« Mais maman, l'oncle Jean a dit qu'il m'aimait, et je vois comment il te regarde. Chloé !» Claire était mortifiée. « Comment je regarde ta mère ?» demanda Jean, sincèrement curieux. « De la même manière que le prince ?» Je regardais la princesse dans le film que nous avions regardé, avec ses petits yeux brillants. Jean et Claire échangèrent un regard pendant un moment tendu. Il y avait une vérité inconfortable dans les mots innocents de Chloé, quelque chose qu'ils avaient tous deux remarqué, mais évité de reconnaître. Le téléphone de l'appartement sonna, interrompant ce moment. Jean décrocha et trouva au bout du fil la voix de Monsieur Henri Moreau. « Monsieur Dupont, j'ai quelques résultats des examens complémentaires de Chloé que j'aimerais discuter en personne. Pourriez-vous venir à l'hôpital demain ? » Est-ce grave ? Je préfère que nous en parlions face à face. Vous pouvez également amener la mère de l'enfant. Jean raccrocha avec un sentiment d'appréhension. Claire remarqua immédiatement son expression préoccupée. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Monsieur Moreau veut nous voir demain. Il a dit qu'il a des résultats d'examen. » Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anxiété mal dissimulé. Jean annula 2 réunions importantes, quelque chose d'impensable dans sa routine précédente, pour pouvoir accompagner Claire à l'hôpital. Le lendemain matin, les 3 se trouvaient à nouveau dans le cabinet pédiatrique de l'hôpital de la Croix-Rousse. Chloé jouait avec Léon dans la salle d'attente pendant que les adultes discutaient avec le médecin. Les examens ont révélé que l'état de Chloé est plus complexe que nous ne le pensions initialement, commença M. Moreau. Elle a une forme rare d'hydrocéphalie qui peut être héréditaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Claire. Cela signifie qu'elle aura besoin d'un suivi médical spécialisé pour le reste de sa vie. Consultations régulières, examens périodiques, possibles ajustements chirurgicaux. C'est une condition qui se gère très bien, mais nécessite un soin constant. Jean se pencha en avant. Et le coût de ce suivi ? Considérable. Nous parlons de traitements à long terme avec des spécialistes, des examens sophistiqués, des médicaments spécifiques. C'est possible par le système de santé publique, mais les délais entre les consultations sont longs et nous n'avons pas toujours accès aux examens les plus modernes. Claire devint pâle. « Monsieur, je travaille comme femme de ménage. Je ne peux pas payer un traitement privé pour le reste de ma vie. » Monsieur Dupont, Monsieur Moreau s'adressa directement à Jean. « Puis-je parler franchement ? Allez-y. Dans des cas comme celui-ci, je vois souvent des familles se désorganiser financièrement. L'idéal serait que l'enfant ait un excellent plan de santé ou que la famille ait des ressources pour couvrir le traitement privé quand cela est nécessaire. » Jean regarda Claire, qui luttait visiblement contre les larmes, puis Chloé dans la salle d'attente. La petite fille avait organisé une petite consultation médicale pour Léon, utilisant un stéthoscope en jouet qu'une infirmière lui avait donné. « Monsieur Moreau, » dit Jean, « si je voulais garantir que Chloé ait accès au meilleur traitement possible pour le reste de sa vie, que serait-il nécessaire ? Légalement, si elle était votre personne à charge, vous pourriez l'inclure dans votre plan de santé, ou si vous créiez un fonds fiduciaire spécifique pour ses soins médicaux. » Claire regarda Jean avec une expression de choc. « Monsieur Dupont,
Vous ne pouvez pas penser à... Claire, l'interrompit doucement Jean. Puis-je te parler en privé? Dans le couloir de l'hôpital, loin des oreilles de Chloé, Jean et Claire se regardèrent. Je veux adopter Chloé, dit-il sans détour. Claire resta sans voix pendant plusieurs secondes. Monsieur Dupont, c'est impossible. Vous ne me connaissez même pas bien, encore moins elle. Je vous connais. Depuis des mois. Je sais assez pour comprendre que Chloé est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie, et que vous êtes une mère extraordinaire. Je sais assez pour savoir que je vous aime. Vous parlez sous le coup de l'impulsion, à cause de la peur de la chirurgie. Claire, regarde-moi dans les yeux et dis-moi si je semble être une personne qui agit par impulsion. Elle l'étudia attentivement. Jean Dupont, l'homme qui planifiait chaque détail de sa vie professionnelle avec une précision militaire, proposait un changement radical basé sur des sentiments qu'il venait de découvrir posséder. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si vous vous lassiez de jouer à la famille? Et si cela fonctionnait? Et si nous découvrions que nous pouvons être heureux ensemble? Claire regarda à travers la fenêtre du couloir, où elle pouvait voir Chloé jouant encore avec Léon. Elle t'aime vraiment, tu sais, elle parle de toi tout le temps. Et je l'aime vraiment aussi, et toi, Claire, je t'aime aussi. La déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. Claire ferma les yeux, comme si elle essayait de traiter l'impossibilité de la situation. Monsieur Dupont, c'est très compliqué. Je travaille pour vous. Nous venons de mondes complètement différents. Alors créons un nouveau monde, pour nous trois. Lorsqu'ils retournèrent dans le cabinet, Monsieur Moreau observa les expressions tendues des deux. Êtes-vous parvenu à une conclusion? Jean regarda Claire, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Monsieur, quelle documentation serait nécessaire pour entamer une procédure d'adoption? Mai arriva avec le climat doux de l'automne, mais l'atmosphère dans le penthouse de Jean était chargée de tension. Au cours des dernières semaines, il était devenu un étudiant assidu de la législation française sur l'adoption. Son bureau, auparavant dominé par des contrats immobiliers et des rapports financiers, affichait maintenant des piles de documents juridiques, des formulaires du ministère public et des notes détaillées sur le processus légal qu'il envisageait d'entamer. « Claire, dit-il un mardi matin, alors qu'ils prenaient un café ensemble pour la première fois, une nouvelle habitude qui s'était établie naturellement, nous devons parler de certaines choses que l'avocat m'a demandées. » Claire se tendit visiblement. Depuis que Jean avait mentionné l'adoption, elle oscillait entre espoir et terreur. La possibilité d'une sécurité totale pour Chloé était tentante, mais le changement radical dans leur vie l'effrayait profondément. Quel genre de choses? Il a besoin d'informations détaillées sur le père de Chloé, nom complet, document où il se trouve actuellement. Pour le processus, nous devons prouver qu'il a abandonné la paternité ou obtenir son consentement pour l'adoption. Le visage de Claire pâlit instantanément. « Monsieur Dupont, ce n'est pas nécessaire. » « Si, Claire, c'est une exigence légale. Nous ne pouvons pas contourner cela. Mais, et si... » Elle hésita. « Et si cela causait des problèmes? Et s'il voulait nous causer des difficultés ?» Jean étudia son expression attentivement. Il y avait quelque chose au-delà d'une nervosité naturelle. Il y avait une peur réelle. « Claire, dis-moi la vérité sur le père de Chloé. » Chloé était à l'école, donc ils avaient une totale intimité pour discuter. Claire se leva de la table et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville en bas comme si elle cherchait du courage dans le paysage familier. « Son nom est Alexandre Lefebvre. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans. Il était vendeur dans un magasin d'électroménagers au centre-ville, et je travaillais dans une boutique de vêtements à 2 rues de là. Comment était la relation? Au début, il était charmant. Il disait que j'étais spécial, qu'il voulait y fonder une famille avec moi. Nous parlions de mariage, d'avoir des enfants, d'acheter une petite maison en banlieue. » Claire sourit tristement. « Des rêves simples, tu sais ?» Jean hocha la tête, l'encourageant à continuer.
Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé qu'il serait heureux. Après tout, la famille était quelque chose dont nous parlions toujours. » Sa voix commença à trembler. Mais sa réaction a été brutale. Que s'est-il passé ? Il a dit que j'essayais de le retenir, qu'un enfant à ce moment-là allait détruire ses plans de réussir dans la vie. Il a dit qu'une femme comme moi, un pauvre, sans études supérieures, ne serait qu'un poids dans sa vie. Jean sentit la colère familière monter dans sa poitrine, mais garda la voix calme. Et ensuite, il a disparu. Littéralement, il a démissionné du magasin, a déménagé, a coupé tout contact avec moi et tous nos amis communs. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Claire, as-tu essayé de le retrouver quand Chloé est née ? J'ai essayé pendant des mois. J'ai cherché sa famille, d'anciens collègues, quiconque pouvait avoir des informations. Sa mère m'a dit en face qu'il valait mieux que je oublie cette histoire et qu'Alexandre était en train de reconstruire sa vie avec une jeune femme de bonne famille. Jean traita les informations avec soin. Et depuis, rien. Chloé ne l'a jamais connue, n'a jamais reçu un centime de pension, n'a même jamais eu une carte d'anniversaire. Pour tous les effets légaux et pratiques, elle n'a pas de père. Mais as-tu des informations sur où il pourrait être maintenant ? Claire hésita avant de répondre. Monsieur Jean, puis-je dire quelque chose ? J'ai peur de le rencontrer. Peur de quoi ? Peur qu'il veuille causer des problèmes. Alexandre a toujours été une personne compliquée. Quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il devenait agressif, pas physiquement violent, mais verbalement cruel. Et s'il découvre que Chloé a une bonne vie maintenant, qu'elle a accès à des choses chères. Jean comprit immédiatement. Tu penses qu'il pourrait vouloir tirer parti de la situation ? Exactement. Et j'ai peur que cela nuise à Chloé. C'est une enfant heureuse, en sécurité. Je ne veux pas qu'un étranger apparaisse dans sa vie en disant être le père qui l'a abandonné. Jean se leva et s'approcha de Claire à la fenêtre. « Claire, regarde-moi. Je ne laisserai rien de mauvais. Vous arrivez à toutes les deux, ni à Chloé, ni à toi. Nous avons les meilleurs avocats de Rhône-Alpes s'occupant de l'affaire. Mais et si, pas de et si, nous allons affronter cela ensemble, comme une famille. » Cet après-midi-là, Jean appela son avocat, M. Marc Lefebvre, spécialiste en droit de la famille et l'un des professionnels les plus respectés de Lyon. « Marc, j'ai besoin que tu commences une enquête discrète pour localiser Alexandre Lefebvre. J'ai quelques informations de base, mais j'ai besoin de savoir où il est et quelle est sa situation actuelle. Jean, puis-je te demander pourquoi toute cette précipitation ? Les procédures d'adoption prennent du temps même avec toute la documentation en ordre. Parce que je veux être préparé à tout scénario. Si cet homme décide d'apparaître et de causer des problèmes, je veux savoir exactement avec qui nous avons affaire. » 3 jours plus tard, M. Marc appela avec des informations qui laissèrent Jean furieux. « Jean, nous avons trouvé Alexandre. Il vit à Villeurbanne, travaille comme directeur dans une concession automobile, est marié et a 2 jeunes enfants. Apparemment, il a complètement refait sa vie et n'a jamais mentionné avoir une fille à Lyon. Il a des moyens et financiers. Raisonnable. Il n'est pas riche, mais il vit bien. Maison propre, 2 voitures, les enfants étudient dans une école privée. Ce qui est intéressant, c'est que, d'après les dossiers, il n'a jamais essayé de contacter Chloé, ni rempli aucune obligation paternelle. C'est bon pour notre cas ? Excellent. Abandon paternel pendant plus de 5 ans est un facteur déterminant pour les procédures d'adoption. Mais Jean, je dois te mettre en garde sur quelque chose. Quoi ? Si nous entamons le processus officiel, il sera notifié légalement. Il saura qu'il existe une action d'adoption impliquant sa fille biologique. Cela pourrait éveiller un intérêt là où il n'y en avait pas auparavant. Jean resta silencieux, traitant les implications. Marc, selon ton expérience, quelle est la probabilité qu'il essaie de compliquer le processus ? Cela dépend de sa personnalité. S'il est avide, il pourrait voir cela comme une opportunité d'extorsion.
S'il est fier, il pourrait vouloir garder sa nouvelle vie secrète et accepter rapidement l'adoption. Quand Jean annonça à Claire les découvertes, elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. « Il a d'autres enfants, » dit-elle finalement, la voix chargée de chagrin. « Alors, il a réussi à être père. Il ne voulait juste pas être le père de Chloé. Claire? Non, ça va. En fait, cela me rassure. S'il a construit une nouvelle famille, il est moins probable qu'il veuille compliquer notre situation. » Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, Jean et Claire s'assirent sur le canapé pour discuter des prochaines étapes. « Monsieur Jean, puis-je poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi es-tu prêt à affronter tout cela? Toute cette complication légale, la possibilité de problèmes avec Alexandre. Pourquoi ne pas simplement nous aider financièrement et garder les choses comme elles sont ?» Jean regarda Chloé endormie dans la chambre, visible à travers la porte entrebâillée. Elle serrait Léon et avait un sourire serein sur le visage. « Parce que je ne veux pas seulement vous aider, Claire. Je veux que nous fassions officiellement partie de la vie, l'un de l'autre. Je veux avoir le droit légal de protéger Chloé, de prendre des décisions sur son avenir, d'être vraiment le père qu'elle mérite d'avoir. Et avec moi? Quel est le plan avec moi ?» Jean se tourna pour la regarder. « Avec toi, Claire, le plan est que nous soyons une vraie famille, si tu le souhaites. » Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. « Monsieur Jean, juste Jean, nous sommes une famille, tu te souviens ?»« Jean », elle répéta, testant le nom dans sa voix. « Tout cela semble un rêve impossible. » Les meilleurs rêves semblent généralement impossibles au début. Ils restèrent en silence, confortables, observant la respiration tranquille de Chloé. Tous deux savaient que les mois à venir seraient difficiles, mais pour la première fois de leur vie, ils n'affrontaient pas les défis seuls. Juin arriva avec les fêtes de la Saint-Jean traditionnelle de Rhône-Alpes, mais la joie typique de la saison fut éclipsée par une nouvelle qui changea complètement le cours des événements. Monsieur Marc appela un jeudi matin avec une voix tendue. « Jean, nous avons un problème. Alexandre Lefebvre a engagé un avocat et conteste le processus d'adoption. Il prétend qu'il n'a jamais abandonné sa fille et qu'il veut exercer ses droits paternels. » Jean sentit son sang se glacer dans ses veines. « Comment ça? L'homme a disparu depuis 5 ans. Il prétend avoir tenté de prendre contact plusieurs fois, mais que Claire l'a empêché de voir sa fille. Il demande une garde partagée et remet en question sa capacité en tant que mère. C'est un mensonge éhonté. Jean, nous devons nous préparer à une bataille juridique compliquée. Il a clairement découvert que tu as des ressources financières et essaie de tirer parti de la situation. » Lorsque Jean raccrocha, ses mains tremblèrent de colère. Claire était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner et Chloé jouait dans le salon, inconsciente de la tempête qui se formait autour de sa vie. Claire appela Jean, essayant de contrôler sa voix. Elle apparut en s'essuyant les mains sur un torchon, mais en voyant son expression, son visage pâlit immédiatement. « Que s'est-il passé ? » Alexandre est réapparu. Il conteste l'adoption. Claire s'appuya contre le chambranle de la porte, comme si ses jambes avaient perdu leur force. « Je savais que cela arriverait. Je t'avais prévenu. Claire, ce n'est pas de ta faute. Nous allons régler cela. » Comment a-t-il su ? Lorsque nous avons entamé le processus, il a été légalement notifié. C'était obligatoire. Chloé apparut en courant du salon. « Maman, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Claire s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille, forçant un sourire. « Je vais bien, mon amour. Je discute juste de choses d'adultes avec oncle Jean. » Des choses ennuyeuses ? Un peu ennuyeuses, oui. Alors vous avez besoin d'un câlin de Léon. Il aide toujours quand les choses deviennent ennuyeuses. Chloé courut chercher son ours en peluche et Claire et Jean échangèrent des regards chargés de préoccupation. « Que allons-nous faire ?» murmura Claire. « Nous allons nous battre avec toutes nos forces. » Le lendemain, Jean,
Claire et Monsieur Marc se réunirent au cabinet d'avocats pour planifier la stratégie de défense. L'ambiance était tendue, avec des piles de documents éparpillés sur la table en acajou. « Leur stratégie est claire », expliqua Monsieur Marc. Alexandre se présente comme un père, repentant qui veut se racheter. Il prétend avoir mûri, qu'il est maintenant en mesure d'être un bon père et que Jean achète l'enfant. « Mais c'est ridicule », explosa Claire. « Il n'a jamais cherché à savoir comment elle allait, n'a jamais payé un centime de pension. » « Claire, je comprends ta colère, mais nous devons prouver cela juridiquement. Avez-vous des enregistrements de tentatives de contact de sa part au cours des 5 dernières années ? » « Aucun. Il a simplement disparu. Et avez-vous des preuves de cela, e-mails, messages, témoins ?» Claire resta silencieuse pendant quelques instants. « Monsieur Marc, quand une personne pauvre est abandonnée par un homme, elle ne pense pas à rassembler des preuves pour l'avenir. Elle pense à survivre et à élever l'enfant seul. » Jean observa Claire lutter contre les larmes et ressentit un mélange d'admiration et de colère. Admiration pour sa force à élever Chloé seule et colère contre un système qui maintenant la forçait à prouver qu'elle avait été abandonnée. « Monsieur Marc, dit Jean, quelles autres options avons-nous ? Nous pouvons enquêter sur sa vie actuelle, chercher des incohérences dans la version qu'il présente. S'il veut vraiment être le père de Chloé, pourquoi a-t-il mis 5 ans à réapparaître? Pourquoi seulement maintenant, alors qu'un processus d'adoption est en cours? Faites cette enquête. Je veux tout savoir sur Alexandre Lefebvre, chaque détail de sa vie au cours des 5 dernières années. Une semaine plus tard, les résultats arrivèrent et furent dévastateurs pour la défense d'Alexandre. « Jean, Monsieur Marc appela excité, nous avons trouvé des informations importantes. Alexandre a un passé de relations tumultueuses. L'ex-petite amie qu'il fréquentait lorsqu'il a abandonné Claire a déposé une plainte contre lui pour menace. Et en plus, il doit des arriérés de pension alimentaire pour un autre enfant d'une relation précédente. Comment ça, un autre enfant ? Il avait déjà abandonné un enfant avant de rencontrer Claire, un garçon qui a maintenant 8 ans. Son père n'a jamais réussi à localiser Alexandre pour réclamer la pension. » Jean ressentit un mélange de soulagement et de révolte. Donc, nous avons un schéma de comportement. Exact. Cela renforce considérablement notre dossier. Un homme qui abandonne systématiquement ses enfants ne peut pas prétendre à un intérêt paternel sincère. Lorsque Jean raconta les découvertes à Claire, elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. « Il a fait cela avec un autre enfant, » dit-elle finalement. « Un autre, fils qui a grandi sans père à cause de lui. » Claire, cela prouve qu'il n'a pas changé, qu'il reste la même personne qui t'a abandonné. Monsieur Jean, elle se corrigea. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire quand il saura que nous avons découvert cela. Alexandre n'aime pas être démasqué. Que veux-tu dire? Il pourrait essayer quelque chose contre nous. Pas physiquement, mais il est vindicatif. Il pourrait inventer des mensonges sur moi, sur ma capacité à être mère. Comme une prémonition, le téléphone de Jean sonna à ce moment-là. Monsieur Marc était visiblement agité. « Jean, nous avons un sérieux problème. Alexandre a intenté une action en justice en affirmant que Claire est une mère négligente. Il dit qu'elle expose l'enfant à des situations inappropriées en l'emmenant travailler chez un homme célibataire. » Il insinue quoi? Il essaie de créer un scandale moral, suggérant qu'il y a quelque chose d'inapproprié dans la relation entre toi et Claire et que cela nuit au bien-être de l'enfant. Jean était furieux. Cet escroc essaie de détruire la réputation de Claire pour renforcer... Exactement. Et le pire, il a fixé une audience avec le ministère public pour la semaine prochaine. Il veut la garde d'urgence de l'enfant. Claire, qui écoutait la conversation, s'est mise à pleurer. « Il va réussir à emporter ma fille. » Jean l'a serrée fermement dans ses bras. « Non, Claire, je te promets que cela n'arrivera pas. Comment peux-tu en être sûre ?» Jean a plongé son regard dans le sien, sa voix chargée de détermination. « Parce que je ferai tout pour protéger notre famille, quel qu'en soit le prix. » Cette nuit-là, pendant que Chloé dormait,
Jean a passé plusieurs appels. Il a engagé des détectives privés, un spécialiste en droit de la famille de Lyon, et a commencé à mobiliser toutes les ressources à sa disposition. La guerre avait commencé et Jean Dupont n'avait pas l'intention de perdre la famille qu'il avait mis 50 ans à retrouver. « Claire, lui a-t-il dit, avant de se dire au revoir cette nuit-là. Fais-moi confiance, nous allons surmonter cela ensemble. Et si nous n'y arrivons pas, et si je perds Chloé, cela n'arrivera pas. Alexandre a sous-estimé 2 choses, combien je vous aime toutes les 2 et jusqu'où je suis prêt à aller pour vous protéger. » Claire a vu dans les yeux de Jean une détermination qui allait au-delà de l'amour. C'était la détermination d'un homme qui avait trouvé son but dans la vie et se battrait jusqu'à la fin pour le préserver. La bataille pour la famille qu'ils avaient construite ensemble ne faisait que commencer. Juillet a apporté avec lui le paroxysme de la guerre judiciaire qui menaçait de détruire la famille que Jean, Claire et Chloé avaient construite. L'audience au ministère public était prévue pour un mardi froid d'hiver à Lyon, et Jean avait mobilisé toute son artillerie légale pour affronter Alexandre et ses accusations infondées. « Monsieur Jean », a dit Claire le matin de l'audience, ses mains tremblant alors qu'elle essayait d'ajuster le col de la robe bleu marine qu'il avait achetée pour elle. « Et si le juge croit à ces mensonges? Et si... » « Claire, arrête !» Jean a pris ses mains, interrompant le tremblement. « Regarde-moi, nous avons la vérité de notre côté, et la vérité gagne toujours. » Chloé est apparue dans la pièce vêtue de son uniforme scolaire, inconsciente de la tempête légale qui se formait autour de sa vie. Au cours des dernières semaines, Jean et Claire avaient de fait tout leur possible pour la protéger du stress de la situation, mais il était impossible de cacher complètement la tension qui régnait dans l'appartement. « Oncle Jean » a-t-elle dit en s'approchant avec Léon dans les bras, « es-tu triste aujourd'hui ?»« Un peu, princesse, mais ça va passer. C'est à cause des choses ennuyeuses des adultes ?» Jean s'est accroupi pour être à sa hauteur. « Chloé, parfois les adultes doivent résoudre des problèmes compliqués pour protéger les personnes qu'ils aiment. C'est ce que je fais aujourd'hui. »« Tu protèges moi et maman ?»« Exactement. » Chloé a serré Jean dans ses bras avec force. « Alors tu peux y aller tranquille. Léon et moi allons espérer que tu résolves les problèmes. » 2 heures plus tard, au tribunal de Lyon, Jean et Claire attendaient le début de l'audience. Monsieur Marc passait en revue les documents une dernière fois, tandis que de l'autre côté du couloir, Alexandre Lefebvre parlait avec son avocat. Jean a vu l'homme pour la première fois et a ressenti un dégoût instantané. Alexandre était grand, bien habillé. Il s'était clairement préparé spécialement pour l'occasion et affichait une confiance arrogante qui irritait profondément. Lorsque leurs regards se sont croisés, Alexandre a souri de manière provocante, comme s'il avait déjà gagné. « Monsieur Marc » a chuchoté Jean. « Il a l'air très confiant. Y a-t-il quelque chose que nous ne savons pas? Jean, des hommes comme lui sont des experts en bluff. Maintenir la pose jusqu'à la dernière minute fait partie de la stratégie. » La procureure Madame Marina Lefebvre, sans lien de parenté avec Alexandre, était connue pour sa rigueur dans les affaires impliquant le bien-être des enfants. Elle a appelé les parties dans la salle d'audience, un environnement formel qui contrastait radicalement avec la nature intime du litige. « Monsieur Alexandre, » a commencé la procureure, « vous affirmez avoir toujours eu un intérêt à participer à la vie de votre fille Chloé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas de traces de tentative de contact au cours des 5 dernières années ?» Alexandre s'est redressé sur sa chaise, adoptant une posture théâtrale. « Madame Marina, j'ai essayé plusieurs fois de me rapprocher de Claire et de ma fille, mais elle m'a toujours empêché. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin de moi, qu'elle allait bien toute seule. » Claire s'est brusquement tournée vers Jean, les yeux écarquillés d'indignation. Il a posé sa main sur son épaule, lui demandant silencieusement de garder son calme. « Avez-vous des preuves de ces tentatives ?» a demandé la procureure.
Des tentatives qui ne laissent pas de traces, madame. Des appels qu'elle raccrochait, des fois où je suis passé devant chez elle et elle ne voulait pas me recevoir. Monsieur Marc s'est levé. Madame Marina, si je peux intervenir, nous avons ici les relevés téléphoniques de Madame Claire des 5 dernières années. Aucun appel reçu de numéro enregistré au nom de Monsieur Alexandre. Il a pu utiliser d'autres téléphones, a rétorqué l'avocat d'Alexandre. Peut-être, a convenu Monsieur Marc, mais nous avons également des enregistrements montrant que Monsieur Alexandre a déménagé peu après avoir appris la grossesse de Madame Claire, a coupé les relations avec tous les amis communs et a construit une nouvelle vie sans jamais mentionner avoir une fille à Lyon. La procureure s'est tournée vers Alexandre. Est-il vrai que vous avez déménagé à Villeurbanne peu après avoir appris la grossesse ? Alexandre a hésité pour la première fois. Je avais besoin de meilleures opportunités de travail. Et est-il vrai que vous avez un autre enfant, d'une relation précédente, pour qui vous ne payez également pas de pension alimentaire ? Le silence a été dévastateur. Alexandre a regardé son avocat, qui ne s'attendait clairement pas à ce que cette information soit révélée. Cela n'a rien à voir avec cette affaire, a balbutié Alexandre. Cela a effectivement à voir, a dit Monsieur Marc, remettant des documents à la procureure. Nous avons ici des enregistrements montrant que Monsieur Alexandre a abandonné un autre enfant avant de connaître Madame Claire. C'est un comportement récurrent, pas un cas isolé. Madame Marina a examiné les documents en silence. Lorsqu'elle a levé les yeux, son expression avait complètement changé. Monsieur Alexandre, ces documents montrent que vous avez déjà été poursuivi pour abandon d'incapable par le passé. Comment expliquez-vous cela ? Alexandre était visiblement mal à l'aise. Maintenant, il y avait des circonstances différentes. La procureure a haussé la voix. Avez-vous un modèle de mettre des femmes enceintes, de faire des promesses de famille et ensuite de disparaître lorsque la responsabilité arrive ? Ce n'est pas comme ça. Alors, expliquez-moi comment c'est. Expliquez-moi pourquoi vous, qui avez systématiquement abandonné vos enfants, avez soudainement développé un intérêt paternel juste au moment où vous avez appris qu'il y a un processus d'adoption impliquant la petite fille. Alexandre a essayé de garder son calme, mais il perdait clairement un terrain. J'ai mûri, madame. Aujourd'hui, je suis en mesure d'être un bon père. Vous êtes en mesure ? Monsieur Marc s'est à nouveau levé. Madame Marina, Monsieur Alexandre doit des arriérés de pension alimentaire d'un montant de 43 000 € pour son premier enfant. Comment peut-il être en mesure de s'occuper de Chloé s'il ne parvient pas à honorer ses obligations envers l'enfant qu'il a déjà abandonné ? Le coup était précis. Alexandre a pâli et a regardé désespérément son avocat, qui n'avait clairement pas de réponse à cette révélation. La procureure s'est tournée vers Claire. Madame Claire, Monsieur Alexandre a affirmé que vous l'empêchiez de voir sa fille. Est-ce vrai ? Claire s'est levée, la voix ferme malgré les nerfs. Madame Marina, cet homme m'a abandonnée enceinte de 5 mois. Il m'a dit en face que j'étais trop pauvre pour faire partie de ses projets. Je ne l'ai jamais revu ni entendu parler de lui jusqu'à ce que j'apprenne ce processus. Et pendant ces 5 ans, a-t-il tenté un contact ? Aucun. 0. Ma fille ne sait même pas qu'il existe. Monsieur Jean, la procureure s'est adressée à Jean, vous souhaitez adopter Chloé. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations ? Jean s'est levé, ressentant le poids du moment. Madame Marina, il y a 8 mois, Chloé est entrée dans ma vie et m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Comment aimer inconditionnellement. Elle et Claire sont devenues ma famille. Je veux l'adopter non par pitié ou charité, mais parce que je l'aime comme si elle était ma fille biologique. Et les accusations de Monsieur Alexandre concernant une situation inappropriée ? Jean a regardé directement Alexandre avant de répondre. Madame, pendant ces mois, j'ai accompagné Chloé lors d'urgences médicales, j'ai aidé à sa récupération post-opératoire, j'ai assisté à des réunions scolaires. J'ai agi comme un père à tous égards.
Si cela est inapproprié, alors notre société a une vision très déformée de ce que signifie prendre soin d'un enfant. La procureure est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, étudiant les documents et observant les expressions de tous les impliqués. « Monsieur Alexandre, a-t-elle finalement dit, vous avez 365 jours par an, pendant 5 ans, pour démontrer un intérêt paternel. Vous avez choisi de montrer cet intérêt juste au moment où vous avez appris qu'une autre personne veut adopter votre fille. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'opportunisme. » Alexandre a essayé de protester, mais la procureure l'a interrompu. De plus, votre historique avec d'autres enfants montre un modèle clair d'irresponsabilité paternelle. Cette audience est close. Ma recommandation sera favorable à l'adoption par M. Jean Dupont. Lorsqu'ils ont quitté le tribunal, Claire s'est effondrée en larmes de soulagement dans les bras de Jean. Alexandre était sorti par la porte de derrière, évitant la confrontation, et son avocat a informé qu'il n'y aurait pas d'appel. « C'est fini », a murmuré Jean à l'oreille de Claire. « C'est enfin fini. »« Jean », a-t-elle dit, utilisant son nom sans le titre formel pour la première fois en « Est public, nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous sommes une vraie famille maintenant. » En rentrant chez eux, Chloé les attendait avec Léon et un nouveau dessin. Une famille de 3 personnes dans une église, avec la petite fille portant une robe blanche de demoiselle d'honneur. « C'est pour quand vous vous marierez ?» a-t-elle expliqué naturellement. Chaque famille a besoin d'un beau mariage. Jean et Claire se sont échangés un regard, souriant à travers les larmes. La guerre était terminée, et la paix qui a suivi était plus douce que n'importe quelle victoire commerciale que Jean avait jamais remportée. Décembre 2025 est arrivé à Lyon, avec la chaleur caractéristique de l'été rhône-alpin, et une magie spéciale flottait sur le penthouse de Jean. Il y a exactement 1 an, Chloé avait offert Léon comme cadeau de Noël, initiant une transformation que aucun des 3 n'aurait pu imaginer. Le penthouse était méconnaissable. Là où le minimalisme froid et calculé régnait autrefois, il y avait maintenant de la vie à chaque coin. Des dessins colorés de Chloé décoraient le réfrigérateur en acier inoxydable, des jouets éparpillés créaient un chaos organisé dans le salon, et le son des rires résonnait dans les couloirs qui avaient un jour connu seulement le silence. Jean, Claire l'a appelée depuis la cuisine où elle préparait le déjeuner du dimanche, une tradition qui s'était établie naturellement après leur mariage en septembre. « As-tu vu où Chloé a rangé les décorations de Noël ? Ça doit être dans sa chambre, en train d'organiser sa surprise secrète, » a-t-il répondu, levant les yeux de la tablette où il révisait les derniers contrats de la semaine. 6 mois après la victoire au tribunal, Jean avait officialisé l'adoption de Chloé, lors d'une cérémonie émouvante à l'état civil. La petite fille, alors âgée de 6 ans, avait insisté pour porter la robe blanche qui apparaissait dans ses dessins et avait emporté Léon comme témoin spécial. 2 semaines après l'adoption, lors d'un après-midi doré de septembre, Jean s'était agenouillé dans le jardin d'une église simple, dans le quartier où Claire avait grandi, et lui avait demandé sa main. La cérémonie avait eu lieu là même, avec Chloé comme demoiselle d'honneur et la moitié des voisins de la région comme invités. Une célébration qui mélangeait champagne français avec bière fraîche, musique classique avec musique folk et sophistication avec authenticité. « Papa Jean !» la voix de Chloé a résonné dans l'appartement, provoquant à chaque fois un doux serrage de cœur chez lui en entendant le mot « papa ». « Peux-tu venir ici dans ma chambre ? J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Jean a trouvé sa fille, le mot l'émouvait encore, assise par terre dans la chambre qu'il avait fait décorer spécialement pour elle. Les murs rose clair étaient couverts de ses dessins encadrés, une étagère basse exposait des livres pour enfants organisés par couleur, et au centre de la chambre, une maison de poupées de 3 étages qu'il avait commandée à un menuisier artisanal. « Qu'est-ce que tu as là, princesse ?» Chloé tenait un petit paquet fait avec du papier, du pain et un ruban rouge, clairement emballé par elle-même avec toute la dévotion qu'une enfant de 6 ans pouvait avoir. « C'est le cadeau de Noël de cette année, mais ce n'est pas pour toi.
Jean haussait les sourcils. Ah, ce n'est pas pour moi? Pour qui alors? Pour un enfant qui est triste et seul, comme tu l'étais l'année dernière. Le cœur de Jean se serra. Même après un an de transformation totale dans leur vie, Chloé restait l'enfant généreuse et sage qui avait tout commencé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Chloé ouvrit soigneusement le paquet, révélant un ours en peluche, tout neuf, avec un pelage doux et un nœud bleu autour du cou. C'est Léon Junior. Il a appris tout ce que l'original Léon sait sur le soin des personnes tristes. Jean s'assit par terre à côté d'elle, ému par la continuité du geste qui avait changé sa vie. « Et comment sauras-tu quel enfant a besoin de lui ?»« Je sais déjà. Maman Claire m'a parlé de la fille de Madame Lourdes, qui travaille à l'hôpital où je me suis fait opérer. La petite a la même maladie que j'avais, mais la famille n'a pas d'argent pour le traitement privé. » Jean sourit, reconnaissant l'influence de Claire sur la générosité croissante de Chloé. Au cours des derniers mois, Claire était devenue une sorte de pont entre le monde privilégié de Jean et la réalité des familles ouvrières qui avaient besoin d'aide. « Et que penses-tu que nous devrions faire? Je pense que tu devrais payer son traitement, comme tu l'as fait pour moi, et je vais donner Léon Junior pour qu'elle n'ait pas peur à l'hôpital. » Jean étreignit Chloé avec force. « Sais-tu que tu es l'enfant la plus spéciale du monde entier? » « Non, je ne le suis pas, Père Jean. Je suis juste une fille qui a appris que quand on reçoit de l'amour, il faut le transmettre. Maman Claire m'a appris cela, et tu m'as montré comment faire. » À ce moment-là, Claire apparut à la porte de la chambre, souriante en voyant père et fille enlacés par terre. À 43 ans, elle avait fleuri d'une manière qui surprenait même Jean. Fini le temps où elle était une employée discrète et réservée. Claire était désormais une partenaire à part entière dans les décisions familiales et professionnelles, ayant pris la coordination d'un projet social que Jean avait créé dans l'entreprise. « Que préparez-vous ici ?»« Maman Claire !» Chloé courut pour l'enlacer. « J'expliquais à papa le cadeau de Noël de cette année. » Claire regarda Jean, qui hocha la tête en approbation. Au cours des derniers mois, ils avaient développé une communication presque télépathique, surtout lorsqu'il s'agissait de décisions concernant l'aide à d'autres familles. « Jean, » dit Claire, « Madame Lourdes est vraiment désespérée. Sa fille a 7 ans et attend une opération à l'hôpital depuis 4 mois. Alors, il n'y a rien à discuter. Je vais appeler Monsieur Moreau tout de suite. » Pendant que Jean passait l'appel, Claire et Chloé terminèrent de décorer le sapin de Noël, une tradition que Jean avait découvert aimer profondément. Le sapin n'était plus la décoration minimaliste et coûteuse qu'une entreprise avait installée les années précédentes, mais une explosion colorée de décorations faites par Chloé, de photos de famille et de souvenirs des moments spéciaux qu'ils avaient vécus ensemble. « Claire, » dit Gilles en terminant l'appel, « Monsieur Moreau va recevoir la petite dès demain, et connaissant son professionnalisme, il prendra soin d'elle comme s'il s'agissait de sa propre famille. »« Et la facture ?» demanda Claire, encore pas tout à fait habituée à la facilité avec laquelle Jean résolvait des problèmes qui lui semblaient insurmontables. « La facture est le moindre des soucis. L'important est qu'un enfant de plus aura la chance de grandir en bonne santé. » Chloé applaudit. « Comme moi. Comme toi, ma princesse. » Ce soir-là, la famille de Troyes se dirigea vers l'hôpital de la Croix-Rousse, où ils trouvèrent Madame Lourdes et sa fille Béatrice dans le couloir de pédiatrie. La scène était douloureusement familière pour Jean, une mère inquiète, un enfant effrayé, l'anxiété palpable de ceux qui ne savent pas s'ils auront accès au traitement nécessaire. « Madame Lourdes, » dit Claire en s'approchant de la femme, « voici ma famille, mon mari Jean et ma fille Chloé. » Chloé s'approcha de Béatrice, qui était assise dans un fauteuil roulant, tenant Léon Junior. « Salut, je suis Chloé. J'ai eu la même maladie que toi, mais maintenant, je suis guérie. Cet ours va prendre soin de toi pendant le traitement. » Béatrice prit l'ours avec précaution, les yeux grands et émus. « Il est très beau. Comment sait-il s'occuper des enfants malades? » Parce que son frère, l'original Léon, a pris soin de moi et de mon père quand nous étions tristes. Maintenant, il a tout appris à celui-ci.
Jean observait la scène avec une émotion croissante. 1 an auparavant, il était un homme perdu dans sa propre richesse, incapable de voir la souffrance autour de lui. Maintenant, regardant sa fille perpétuer le cycle de générosité qui avait sauvé sa propre âme, il comprenait enfin la véritable signification du succès. « Madame Lourdes, dit-il, s'adressant à la mère de Béatrice, votre fille sera opérée par le meilleur neurochirurgien pédiatrique de France. Et ne vous inquiétez pas pour les coûts, considérez cela comme un cadeau de Noël de notre famille à la vôtre. » Madame Lourdes commença à pleurer, incapable de former des mots de gratitude. « Pas besoin de remercier, dit Claire en l'enlaçant. Prenez juste bien soin d'elle et soyez heureuse. C'est cela qui compte le plus. » Quand ils rentrèrent chez eux ce soir-là, la veille de Noël 2025 était chargée d'une magie différente de celle de l'année précédente. Jean n'était plus l'homme solitaire qui avait besoin d'être sauvé, il était l'homme qui avait appris à sauver les autres. « Jean, dit Claire quand Chloé alla se coucher, te souviens-tu de comment tu étais il y a exactement 1 an ?» Jean regarda Léon, qui partageait maintenant l'étagère avec des photos de mariage, des certificats d'adoption et des dessins encadrés. « Je me souviens d'un homme vide, essayant de remplir sa vie avec de l'argent et du pouvoir. Je me souviens de quelqu'un qui avait oublié comment aimer. Et comment te sens-tu maintenant ?» Jean Dupont embrassa Claire, observant par la fenêtre les lumières de Noël qui scintillaient à travers Lyon. « Maintenant, je me sens complet. J'ai une fille qui m'enseigne la bonté tous les jours, une épouse qui me montre la signification d'un véritable partenariat et un but qui va bien au-delà de l'accumulation de richesses. Et que souhaites-tu pour l'année prochaine ?» Jean sourit, pensant à Béatrice dormant à l'hôpital avec Léon Junior, à Chloé rêvant de nouvelles façons d'aider d'autres enfants, à Claire planifiant d'élargir ses projets sociaux. « Je veux continuer à être digne de l'amour que je reçois, et je veux que notre famille continue d'être un instrument de transformation dans la vie des autres. » Ce matin-là, alors que Lyon célébrait un autre Noël, Jean Dupont dormit embrassé aux 2 femmes qui avaient sauvé son homme et lui avait appris que la véritable richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais dans la capacité d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. L'ours en peluche Léon, désormais à la retraite de ses fonctions de sauvetage émotionnel, se reposait fièrement sur l'étagère, sachant qu'il avait accompli sa mission. Transformer un cœur de pierre en un cœur capable de répandre l'amour dans le monde. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final. Elle est très émouvante.